la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le bloc-notes et les éphémérides. Bonne journée sur Radio Gâtine. Good morning, Gâtine. On commence ce matin au lycée des Scolières avec un travail sur les pratiques agricoles. Donc vous allez prendre des notes. Et le but ultime, ça va être quoi? C'est de restituer toutes vos connaissances, c'est-à-dire on va essayer de partager ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez être autonome. C'est la bienveillance sur soi. Vous êtes autonome. Et puis s'il y a quelqu'un qui est dans la mouscaille, il faut l'aider. C'est à ranger sa toile ou à ranger ses affaires. C'est pas mixte, vous dormez chacun dans votre toile, les gars et les filles. On est 14 à l'aller, on sera 14 au retour. Alors, donc on va essayer de retrouver la personne qui doit s'occuper de nous pendant 1h30 sur les pratiques agricoles, une partie technique ce matin. Pas de soucis. Je vous ai amené dans cette parcelle-là pour vous montrer un petit peu les prairies qu'on ensemence depuis maintenant 5-6 ans. Donc là c'est difficile à voir, mais vous avez 3 sortes de trèfles différents, 3 sortes de graminées différents dans cette parcelle-là. D'accord? Et le but de cette association, c'est le trèfle qui est une légumineuse. Alors la légumineuse, elle a une particularité, c'est qu'elle peut capter l'azote de l'air et la restituer au sol. Donc ce type de parcelle-là, par exemple, l'intrant, ce serait quoi? Ce serait de l'engrais chimique que vous achetez, par exemple, pour répandre dessus. Le fait d'avoir le trèfle, ça diminue cet achat-là d'engrais. Donc c'est en même temps économique, c'est en même temps écologique et puis c'est durable. Et ça diminue effectivement le coût de mécanisation, puisque si vous apportez moins d'engrais, vous avez moins besoin de passage de tracteur, etc. Donc voilà la particularité. Bon, on va aller voir là-bas. Donc nous là c'est ça, l'idée c'est de construire avec la nature. Là on a un sujet. Le sujet c'est le point de vue. Donc ça veut dire qu'on choisit ce qu'on va montrer. Ok? Voilà. C'est mort pour une me péter la gueule. S'il y a quelqu'un qui veut une flamme, là j'ai une flamme de libre.
De quoi? J'ai une flamme qui se libère. C'est mignon comme formule. Hein. Bon. Oh, il a fait de ses yeux, dis donc. Même à travers 2 mèches, pardon, ça... Il y a pomme-pomme. Oh, punaise, oui. Quoique, remarque. Pas de poire, non, on change un peu parce qu'elle va donner. Ah ouais. On va aller faire souper. On va prendre quelque chose qui change un peu, là, il y a de la poire. Bah, ça dépend si vous prenez le même. Quand tu tires Flo, ça va? Je crois que tu vas manger froid, toi. Bon, voilà, toi, dedans, t'es bien rangé. Il y a un peu de fruits quand même. Donc voilà, donc là on a repris un bâtiment, une ancienne porcherie, industrielle. Donc là il y avait détruit des petits cochons. Nous on a tout réhabilité et on démarre nos petits cantons depuis 2008. Et ils arrivent à un jour, donc ils ont déjà une semaine ceux-là. Donc toutes les 3 semaines environ, on lance 200 canards. Que des mâles. Donc là, quand ils arrivent, ils sont débéqués. Un petit coup de laser là. Et en fait, dans une semaine, je vais les dégriffer aussi. Donc je vais leur couper les ongles. Les canards, après, ils arrivent par l'abattoir. Toc. Tous les canards arrivent par la porte du bout là-bas à gauche. On les assomme, on les saigne, on les trempe dans l'eau chaude à 70 degrés. On les plume, là la grosse plume est devant. Et après on éviscère. Et après, on passe en labo, transfo, cuisiné, pour cuisiner. Donc ça, c'est depuis cette année que c'est lancé. Donc voilà, donc depuis 2006, c'est quand même du chemin. 2008, j'élève les petits cantons. J'en élève 2000. Maintenant, je suis à 2005 à l'année. Titre indicatif, l'industriel, c'est 2000, c'est 15 jours de boulot. Donc c'est 2005 à l'année. On a une démarche de vente directe. Donc voilà. On va ressortir puis on va aller à droite. Allez, le petit canard, sortez. Bah, y'en a là. T'as bien juste de l'épaule. T'as des œufs? Ah oui, c'est carrément une poule qui est partie. Et là, ça. C'est passé aussi. Ah bah oui, voilà. Voilà, il y a des poules, il y en a partout. Voilà. Donc pied gauche là, voilà, le pied droit là. Ah ouais, on n'est pas bien assis. Ça bouge beaucoup. Bah vous allez voir.
Là on a mis le couvert, on a fait la bouffe et tout ça, mais après vous allez participer avec nous. Vous allez nous filer un coup de main. On va pas rester tous les jours. Et puis on aime bien dire aussi, parce que c'est important, mais tout ce que vous allez manger pendant les deux jours et demi que vous êtes là, c'est des copains à nous qui le font. Les copains à nous, c'est des gens qu'on a appris à connaître, ce sont des producteurs locaux, qui sont à Davy notamment, d'autres personnes que vous allez aller voir. Donc c'est soit en bio, mais soit en circuit court aussi, donc c'est à... Allez, les producteurs ils sont à 4 ou 5 km maximum du château. Donc en général c'est la bonne vie. Vraiment. Donc bon appétit à vous. Hein. Merci. On remarque quand même qu'il n'y a aucun garçon qui est préposé. Pour l'instant, les garçons n'ont pas fait grand chose. De toute façon, les garçons, ça fait jamais rien. Voilà. Ça. On va parler des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'alimentation. Notre beefsteak, il ne part pas directement de la vache pour arriver dans notre assiette. Il a fallu le transformer. La vache, on la transforme en beefsteak d'abord. Puis après, on va l'emballer. Et puis, on va la transporter. On va l'emmener au supermarché. Supermarché, on va venir faire ses courses. Et puis, en rentrant chez soi, on va la stocker au frais. On va la cuisiner. Et l'emballage ira à la poubelle. En fait, si on veut regarder les émissions liées à notre alimentation, c'est bien tout ça qu'il faut considérer. D'accord ? Tout ça, en France, et dans le monde aussi d'ailleurs, ça représente à peu près 30% des émissions. C'est important. Donc là, je vais vous demander deux choses par équipe. La première, ça va être de refaire le menu de ce midi. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi et finalement, qu'est-ce qu'on a émis ce midi? Et puis le deuxième truc, ce sera est-ce que vous pouvez faire un menu qui émette le moins possible en mangeant suffisamment, hein. En déjeuner. Vous faites du vélo aussi, hein. Montrer rillettes de canard. Parce que c'était de la rillette de canard, mais il faudra enlever. Il n'y a pas de morale derrière ça. Tu fais ton choix. De temps en temps, il faut aussi faire plaisir. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est moi ce que j'aimerais bien que vous sachiez ça. Raisonner. C'est un ingrédient qui se mélange ensemble quand même. Un repas comme concombre. Et bah les concombres de la Alors, vous arrivez à combien là sur le menu? 2280. 2 kilos? Oui, alors ça correspond à faire un repas moyen, ça. C'est pas si facile que ça quand on veut faire attention vraiment aux produits qu'on a utilisés. On passe un certain temps pour estimer les émissions de gaz à effet de serre sur un repas. Le premier truc sur lequel il faut agir si vous voulez baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, c'est sur quoi? La viande. La viande et les produits laitiers. Deuxième truc, ça va être la saisonnalité, pas manger de produits hors saison. Et puis après, au niveau de l'importation, limiter les produits importés. Alors ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Et l'idée, c'est pas de se priver de certains aliments, c'est peut-être de les mettre moins souvent ou de réduire les grammages. Après les gars, je vous annonce une tournée de betteraves à couper. C'est quoi ce bordel là? Arrête le bordel, t'as la réponse à ta question. Mais c'est derrière que ça va pas. Il y a ton marteau? Non, il existe, voilà. C'est un métier, hein. On voulait une énigme pour la science. Et monsieur, vous pouvez pas me mettre une crevette? Une crevette? Non, une sardine. Ah oui, merde. Une crevette. Vous pouvez me... Regarde ça, si c'est pas beau.
pas gaffe comme ça arrive au menton. Ouais, je peux plus gaffe. On va taguer toujours en fait. Ouais, bah moi il m'arrive plus poil au menton donc. Comme ça. Oui, c'est bizarre, hein, de dire ça. Attends, est-ce que pour manger ça? Voilà, on va partir. Quand tu stabilises. Quand je veux, ouais. Il faut ramer comment là? Et bien pour aller à droite on rame à gauche et pour aller à gauche on rame à droite. Et donc là on doit faire quoi? Pour aller tout droit il faut qu'il y en ait un sur deux qui rame. Oh là là, ça avance pas vite là. Rentre pas dedans. Moi? Ce soir, on vient voir les chauves-souris. Vous avez vu en venant celle qui passait au-dessus de vous? Ouais. Donc en fait, on vient sous ce pont parce que, enfin sous ce pont et sur la rivière, parce que la rivière c'est des lieux de chasse pour les chauves-souris. Vous voyez qu'il y a plein de moustiques qui volent, des petits insectes, et elles viennent se nourrir de ces insectes-là. Donc elles vont passer comme ça au-dessus de nous et faire des allers-retours. Est-ce que vous connaissez des choses sur les chauves-souris d'ailleurs avant? Ça suce le sang. Alors ouais, ça c'est intéressant, les suce le sang. Donc les chauves-souris sont des mammifères. Et deuxième chose, comment elles se repèrent? En fait, elles ont des yeux, mais elles voient très très mal la nuit. Et du coup, en fait, elles émettent des ultrasons, soit avec leur nez, soit avec leur bouche. Et ces ultrasons vont se répercuter soit dans un obstacle comme un pont ici, soit sur une proie. Et les ultrasons qui reviennent sont captés grâce à leurs oreilles. Et c'est comme ça qu'elles détectent tout ce qu'il y a sur leur passage, tous les insectes qui passent, et ainsi trouver des proies. Et donc ça agit comme un système de sonar. Alors en fait, il faut savoir que chaque chauve-souris émet un son à des fréquences différentes. Donc avec ce petit appareil là, on peut savoir quelles espèces sont présentes et passent au-dessus de nous. Elle passe sous l'arche là, à gauche. Regardez. Hop là, on a plein. Vous voyez qu'elles arrivent très bien à nous éviter. On n'est pas là d'habitude, mais grâce à leur ultrason, on voit très bien qu'on est là. Ah, ça y est. On essaye de montrer à quel point le bocage est extrêmement intéressant pour les enjeux contemporains qui nous concernent, qu'on va voir tout au long de la journée, qui sont la biodiversité, la qualité de l'eau, le bien-être animal, humain évidemment. On essaiera de décortiquer un peu tout ça dans la journée. Donc voilà. Donc là vous avez ce qu'on appelle un silo avec une réserve de bois, c'est du copeau de bois, vous le voyez, on peut en prendre ici, voilà. C'est un bois qui est déchiqueté en fait, c'est une grosse machine qui peut envoyer des troncs d'une quarantaine de centimètres. L'intérêt de cette pratique, c'est que d'abord l'énergie du bois est beaucoup plus efficace que pour une bûche.
Donc ce système est extrêmement intéressant parce qu'il représente probablement l'avenir du bois énergie, bien que la bûche fonctionne encore très correctement sur nos territoires, on en produit encore beaucoup. L'intérêt, je pense, aujourd'hui de ce type de filière, c'est d'essayer de redonner véritablement une dynamique économique à la haie, de prendre conscience qu'on n'est pas simplement sur la préservation de quelque chose qui a un intérêt de biodiversité, mais une vraie économie pour le développement des sociétés rurales. Et cette chaudière, on a un exemple très concret. On peut, à partir de ce type de chaudière, mettre en place ce qu'on appelle des réseaux de chaleur, c'est-à-dire alimenter une piscine, une mairie, une école, à partir d'une même chaudière, avec un réseau de distribution de chaleur. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant et beaucoup plus probant qu'une chaudière classique, avec une énergie saine, propre. Vous avez fait les bilans carbone, je crois, hier. Donc un bilan carbone a priori neutre, si tant est qu'on entretient ce bois, qu'on le valorise et qu'on mette en place un nouveau potentiel. Donc vous êtes sur une exploitation en maraîchage biologique. On fait 40 variétés de légumes différents parce qu'on est sur des circuits courts. Donc on est parti sur l'AMAP. AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est des consommateurs qui deviennent acteurs et qui aident les agriculteurs à faire de la vente directe. On mange forcément de on saison. mange forcément de saison, oui. Donc l'hiver, il y a beaucoup de choux dans les paniers. Donc vous voyez la map, l'intérêt là, c'est que non seulement on mange de saison, et en plus on maintient donc une agriculture paysanne. Et on n'a pas loin à aller, donc Et après en déplacement et c'est local. c'est du local. En agriculture biologique, aujourd'hui on a la chance, surtout en vente directe, de faire, de se battre pour essayer de vendre à un prix correct qui nous permet de vivre. Bon, ce qui est dommage, c'est de devoir payer pour faire du bio, mais c'est quand même une sacrée garantie. Les cochonneries dans le légume, il en passe. On voit sur les bilans de pesticides les marqués traitement 20 jours avant consommation. Mais je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup plus souvent des traitements qui sont passés peu avant la consommation, c'est-à-dire peu avant la mise en vente. Il y a une telle contrainte sur les prix et sur le rendement que le producteur est acculé, et c'est encore le producteur qu'on va accuser derrière. Voilà. Après, en bio, on fait face en fait aux difficultés du vivant simplement. Et ça, c'est un choix. Faut avoir envie, sincèrement. Bien, on est arrivé au bord du Mar, on va voir avec Benjamin maintenant les espèces invasives. Une espèce invasive, c'est une espèce qui prend la place d'une autre, donc dans son milieu.
Alors elles arrivent comment? Généralement c'est involontaire, mais elles peuvent très bien venir donc volontairement. C'est-à-dire qu'on les importe pour des raisons gustatives, ça peut être également pour des raisons ornementales, hein, tout à fait esthétiques, ou alors pour la chasse, la pêche, donc pour des raisons récréatives. Vous avez vu mon collègue hier, donc Guillaume, il vous a parlé des chauves-souris et des amphibiens. Moi je travaille plus sur le xénope, donc qui est une espèce invasive. D'un point de vue morphologie, donc le xénope, pour le différencier des autres espèces, parce qu'il ne faut pas le confondre justement avec d'autres espèces, puisque celui-ci, il faudrait s'en débarrasser, mais les autres amphibiens, il faut les protéger. Donc pour être sûr de ne pas le confondre, il y a différents critères justement, qui sont assez faciles à voir. Donc en fait, le xénope, c'est le seul amphibien qui a des griffes aux pattes arrière. Donc avec ça, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc il a des cuisses très très développées pour avancer très très vite dans l'eau. Allez, on y va, la première. Ça n'a pas crié d'eau en fait. Ça brûle, hein? Non. Alors, je vais en prendre un. On va regarder de plus près s'il y a quelque chose qui vous choque. Non, c'est tout. Et comme vous les attrapez après, vous en faites quoi? Vous les tuez? Alors, question, on les euthanasie par congélation. C'est joli comme terme. Et après les avoir euthanasiés, vous faites quoi? Vous les donnez à manger Après on les envoie à l'équarrissage. Ça faisait longtemps qu'il y était ce piège. Alors en fait les nasses, il faut les relever obligatoirement tous les jours. Parce qu'en fait il y a d'autres amphibiens justement qui rentrent dans les nasses. Et pour éviter qu'ils se noient ou qu'ils se sentent mal. Il faut savoir qu'ici en fait sur ce secteur là, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé le xénope. L'année dernière quand j'ai piégé ici, j'ai attrapé 2 xénopes. Aujourd'hui vous voyez dans une nasse, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là ils sont jeunes? Là c'est des jeunes, oui, tout à fait. Donc c'est parfaitement cohérent par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière il y en avait très peu, il suffisait qu'il reste on va dire un couple de xénopes, ils ont fait une ponte, et donc les jeunes de l'année dernière, bon les voici quoi. Et après ils cherchent une autre mare un peu plus loin, ouais voilà c'est ça. Voilà. Ils se déplacent facilement de mare en mare? Ouais, alors généralement c'est donc un temps comme ça on les verra jamais sur le bord, là ils seront toujours dans l'eau parce que c'est là que c'est le plus humide forcément, c'est tout sec autour. Par contre le soir et dès qu'il pleut, là ça circule dans les fossés, donc entre de mare en mare. Les nasses ont été relevées. Ouais. Il n'y a rien de plus dedans. Moi je le mets qui saute. La biodiversité disparaît dans le monde entier, donc on en est sûr, hein, la biodiversité disparaît parce que les scientifiques l'ont mesuré. Et on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment important qu'ils disparaissent? Eh bien oui, c'est très important parce que nos rendent des biens et des services qui sont actuellement gratuits. Hein, donc on va essayer de voir ensemble un petit peu quels sont ces biens et ces services. Alors les biens, elle nous nourrit. Est-ce que vous avez un exemple de nourriture qui nous est donnée par la biodiversité? Le steak. La vache, par exemple. La vache, oui. Le maïs, le maïs. Les aliments, quoi. Alors quand on vous dit que la biodiversité nous soigne. Des plantes. Toutes les plantes médicinales. Oui. On en a un troisième là qui va être. Elle nous habille. Le coton. Le coton. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le lin. Le lin. Soie. La laine. Ensuite, la biodiversité nous chauffe. Le bois. Elle nous loge. Le bois aussi. Alors, ça, ce sont les biens, d'accord? J'en peux plus, père Dodu. Alors, écouteur allume. Coupez les moteurs. Alors ici c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, mais on est quand même sur un autre élément du bocage qui est très présent et qui est très important, c'est ces bosquets, ces petits bois. Ici on a des bois
qui vont correspondre bien davantage à la fabrication d'une poutre que les bois de haies qui ont tendance à être beaucoup plus denses et qui vont plutôt favoriser les bois à destination du bois énergie. Ces bosquets ont ça d'intéressant aussi qu'en termes de biodiversité, ils apportent encore autre chose. C'est là qu'on va trouver notamment beaucoup de mammifères qui vont profiter de ces bois pour trouver des abris encore plus importants et moins dérangés que certaines haies où la pratique agricole est quand même assez présente. C'est une des composantes vraiment importantes du bocage. Le bocage est composé de haies, de mares, de prairies, de champs, d'habitats, de chemins et de bosquets. C'est absolument inhérent. Là, on vient d'entendre un pic. Il frappe à chaque fois. 5 coups par seconde. Et pour parler du biomimétisme, l'étude du crâne a permis de faire les nouveaux casques de moto. Et puis la tête frappe d'une certaine manière en ayant aussi la queue en appui sur l'arbre. Cet angle-là est étudié pour faire les piolets de glace. Les casques de vélo également ont la forme d'un crâne de pic. C'est la forme aérodynamique qui absorbe toutes les résonances du crâne et qui permet de les redistribuer à l'arrière. Et elle s'évacue comme ça par l'ensemble du squelette. Voilà, c'était la dernière pause. Chez les morts c'est dans le 3. Mais le 3 c'est le 1, il est passable, le 2, le 3 trop bien. Votre 4 quarts, il est réussi. Et bien voilà, aucune vaisselle. Non mais je sais pas, le froid je pense que ça a dû toutes les calmer parce qu'il n'y a plus du tout... on voit peu un triton. L'autre jour on avait déjà vu une cinquantaine avant d'arriver ici. Même les rainettes elles chantent plus. Ouais. Désolé hein, on n'est pas à la hauteur ce soir pour les amphibiens. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas de bottes non? Parce que le niveau est haut et ça passera pas avec les chaussures. Faut faire demi-tour. Putain c'est fou ça. Ah. Ça c'est une rainette. Voilà, c'est juste. C'est juste pour dire qu'il y avait de la vie. J'ai des comptes à régler. Aujourd'hui c'est un jour férié donc il y aura beaucoup de pêcheurs. Donc le premier qui aperçoit un pêcheur, il le dit aux autres et on va essayer de passer systématiquement de l'autre côté pour pas le déranger. Ensuite il va y avoir pas mal de barrages à passer qui peuvent être dangereux. Donc la plupart du temps on va descendre avant, porter les canots et redescendre en dessous. Donc on respecte les pêcheurs et puis on profite du paysage parce que le soleil il va pas tarder à sortir. Allez. Alors j'ai deux choses à dire. Je vais régler mes comptes. Donc tu prends bien. Ici j'ai ramené le spécialiste des batraciens. Le spécialiste, je vous en souviens. À 1h du matin, qui c'est qui s'est gelé pour voir 0 batracien? Merci qui? Merci. Non, rien vu du tout. Et on a même vu, alors c'est pas une grenouille rigueuse, c'est une ricaneuse qu'on a eue, la seule qu'on a eue. Hein, c'est foutu de notre gueule, mais oui. Et puis dernière chose, parce que ce jeune homme nous dit, quand on vient là, il fait toujours beau. Alors toujours. Merci Guillaume. Voilà donc, spécialiste de la météo. Hein. Jamais j'ai fait du canoë ici sous le et il pleut pas encore. Hein. Jamais. Ah bah oui, mais les emmène. Et les gars,
Et qui c'est qui fait du zigzag là? À gauche. Voilà, il y a rejoint la berge là. Quand on parlait de service rendu par la biodiversité, on a ici là, ça limite les catastrophes naturelles. Quand on a des arbres, ça retient la berge. Quand on les a plus, ça fait des grands trous, donc on a une érosion énorme là. Là, ça soit très bien. Hein. Alignement de peuplier, après plus rien, on a un gros trou. L'autre service qui est rendu par ces arbres, c'est de pomper l'eau, l'excédent d'eau. Mais c'est pas surtout ça qui va limiter les inondations, c'est surtout les zones marécageuses. Les zones marécageuses, en pompant l'eau, vont temporiser les inondations. Donc ça veut dire que quand il fait vraiment une grosse pluie, ça pompe l'eau. Et lorsqu'il fait plus sec, c'est-à-dire l'été, ça la restitue. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant pour ces zones humides. Je vais voir ma mère. Ça tient à rien. Rentre à la maison. C'est vite parti. Hein. C'est bête là. Donc la biodiversité est utile, on l'a vu à plusieurs reprises, elle nous rendait bien les services, et comme elle disparaît, on a deux manières d'essayer de la conserver. Soit donc en préservant, c'est avoir des actions préventives, ou alors lorsque c'est trop tard, ou alors en complément, eh bien on fait de la protection. Et il y a deux moyens de protection, que sont de créer des zones sanctuaires, c'est la manière la plus facile de la protéger. Alors les zones sanctuaires, ce sont des zones naturelles, comme les parcs nationaux, hein, ou les réserves naturelles, ou les espaces naturels sensibles, ou les zones Natura 2000. Pardon. Voilà donc des zones où on préserve la biodiversité, on la laisse telle qu'elle, on la laisse à l'état naturel le plus possible. Et puis si jamais donc ça ne suffit pas, eh bien le dernier recours, vraiment le dernier recours, ce qu'on appelle la conservation, non plus in situ comme tout à l'heure, où on laisse dans le milieu naturel, mais ex situ. Par exemple, on fait des zoos. Voilà, c'est le dernier recours pour essayer de conserver un petit peu cette biodiversité. Donc Guillaume va nous parler là maintenant juste un petit peu de la zone Natura 2000. Natura 2000, c'est un réseau de sites européens, de sites donc qui abritent des espèces et des habitats qui sont repérés comme rares et menacés à l'échelle européenne. L'objectif général de la chose, c'est de protéger la biodiversité tout en permettant la pratique des activités humaines. Il y a toujours un équilibre qui est recherché. On ne cherche pas à stopper toute activité humaine. Par exemple là, dans le cas de la vallée, précis, l'activité majeure, c'est l'élevage. Sur tous les coteaux que vous avez ici, sur les prairies qu'il y a derrière nous, il y a des vaches qui pâturent ou des moutons. Et c'est bien cette activité qui permet de maintenir les sites ouverts, c'est-à-dire qui ne s'embroussaillent pas. Dès lors que les sites vont s'embroussailler, on va perdre toute la richesse floristique et on perd donc l'intérêt du site. Donc c'est bien cette activité qui permet de maintenir le site dans un état de conservation favorable. Et donc on essaye justement de maintenir à la fois l'activité humaine pour préserver la biodiversité. C'est un exemple assez parlant. C'est pas des grelots, ça, monsieur! C'est des glaçons! À part ça, il fait beau dans la journée. Le soleil On est pas en mars là. Moi, exprès, je viens au mois de mai.
Alors juste par rapport au paysage, vous avez vu lundi, vous avez commencé à Bressuire. Vous étiez sur un paysage de bocage, un petit peu vallonné, pas trop encaissé. Là, on est vraiment dans la partie complètement encaissée de la vallée d'Argenton. Vous voyez les gros rochers qui affleurent de partout, des falaises qui retombent au-dessus de l'eau. Et vous allez finir ce soir vers Archeton-l'Église et demain à Daux-la-Fontaine, là sur la zone de plaine. C'est-à-dire vous êtes passé du massif armoricain sur un massif plutôt granitique au bassin parisien, donc avec des roches sédimentaires et du calcaire. Donc vous aurez vu 3 paysages différents. Et vous allez voir entre ici et ce soir à Archeton-l'Église, c'est flagrant. Il n'y aura quasiment plus de relief, ça sera des grandes étendues, une grande plaine alluviale. Et ça change du tout au tout. Et c'est la rivière qui a creusé son passage à travers tous ces paysages. Voilà, on repart à fond. Il y a une blessure sur mon pied droit. Un peu de sur mon pied droit. Enlève-la. Putain, ça gratte. Arrête, mon chapeau il tombe. Ah, tu peux tomber. C'est bon, ça peut glisser. Des grandes lettres. Maintenant, ça fait plus souvent. Viens, on fait une photo avec la girafe. Mais non, mais ça risque rien, mon corps. Donc on arrive là à la fin de notre petite expérience. Hein.
On a vu que lorsque la biodiversité disparaissait vraiment, il y avait deux solutions, créer des zones sanctuaires, ou la dernière, lorsque c'est vraiment la fin, eh bien on crée ce qu'on appelle des zones de conservation ex situ, c'est-à-dire qu'on est en dehors du milieu naturel, et le bioparc du zoo de Dos-la-Fontaine est un très très bon exemple. Alors il n'y a pas de morale derrière ce qu'on a fait. On peut très bien manger bio ou pas bio, c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est que vous soyez capable de faire la différence entre ce qui est bien, pas bien, et de l'assumer, de ne pas dire je ne savais pas. Voilà, moi je vous dis, de temps en temps des vols. C'est pas terrible pour mon bilan carbone, ça l'explose plutôt. On a fait pas mal d'allers-retours aussi avec les voitures. C'est pas bon pour le bilan carbone, mais je suis au courant. Alors c'est pas dire je m'excuse, mais au moins on sait quand on fait ce choix-là où on va. Donc j'espère simplement que vous aurez maintenant la capacité de faire des choix raisonnés. À défaut d'être toujours raisonnable. Voilà. Merci encore. Et puis on va se balader là, une dernière petite fois. Et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Moi j'étais un peu réticent au début en bio, avec les interventions, je pensais qu'on allait rencontrer beaucoup de donneurs de leçons. C'est une façon qui est absolument pas scolaire et qui est complètement qui est très originale de nous faire découvrir. Ça rend tout plus concret en fait. C'est bien justement d'avoir cette opportunité, je pense. Et finalement, on a rencontré des gens qui ils ont juste fait en sorte qu'on sache quel impact on avait sur la nature.